Mon nom, c'est Vinciane Dubuisson. Je suis professeure à l'EFEC, principalement rattachée au département commerce extérieur, et je fais également partie de la cellule EFEC Entreprendre. Alors, je dois vous avouer qu'en préparant ce workshop, je me suis posé la question, mais finalement, quelles sont les petites activités qu'on fait au quotidien qui ne nous prennent pas beaucoup de temps, qui nous prennent 3 minutes? Et je me suis dit, bon, quelqu'un de consciencieux, peut-être qui se brosse les dents pendant 3 minutes. Si j'ai une petite faim, je vais peut-être avaler un snack en 3 minutes. Quelqu'un d'un peu sociable va dire bonjour à ses collègues, à ses amis en arrivant au travail en 3 minutes. Et donc finalement, ces 3 minutes sont des activités qu'on fait au quotidien qui n'ont pas beaucoup de conséquences, qui n'ont pas beaucoup d'importance. Or, aujourd'hui, ce que je vais quelque part vous proposer, c'est de démarrer votre activité en tant qu'entrepreneur, et ce en 3 minutes, puisque c'est là l'objet de notre question aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce que je peux convaincre un interlocuteur avec maximum 3 minutes à ma disposition. Alors cet interlocuteur, ça peut être un jury EFEC Entreprendre, ça peut être un partenaire financier qui va financer votre projet, ça peut être un distributeur potentiel. Bref, la question qu'on va se poser, comment convaincre en un laps de temps qui est finalement très court. C'est ce qu'on appelle dans le jargon professionnel l'elevator pitch. Alors c'est quoi? C'est un exercice forcément de communication orale qui vous permettra de vous présenter vous, mais d'également présenter votre projet, votre idée produit, en se disant que le temps qui vous est accordé vous est compté. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle en anglais d'elevator pitch, puisque l'idée c'est que si jamais vous deviez faire une rencontre fortuite dans un bâtiment, une rencontre qui n'est pas prévue, le temps d'un petit voyage en ascenseur, vous devez être capable de résumer l'essentiel de votre idée projet ou votre idée produit en quelques secondes. On dira maximum 3 minutes, minimum 30 secondes. Et donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ou comment est-ce qu'on peut articuler finalement cet elevator pitch de manière à éviter ce type de regard-là de la part de nos interlocuteurs. Alors, on y voit un peu de méfiance, de la surprise, ils n'ont pas l'air très, très convaincus. Et donc, ça, on veut éviter et on va voir finalement quelles sont les techniques. Et donc, mon objectif ici aujourd'hui avec vous, c'est en 35 minutes, finalement, voir quelles sont les techniques qu'on peut utiliser dans le cadre d'un elevator pitch pour le rendre vraiment percutant et convaincant. Puisque si vous êtes ici aujourd'hui, j'imagine qu'il y a peut-être de fortes chances qu'on vous revoie jeudi prochain, le 23, pour faire votre premier pitch dans le cadre d'EFEC Entreprendre. Alors, un pitch est très court, 30 secondes à 3 minutes, et donc je ne vais pas pour autant accélérer mon débit. Donc, je vais me limiter généralement à une centaine, voire 150 mots maximum. Il est donc par conséquent impossible de tout dire d'un coup. Le but, c'est de ne pas dévoiler tous les détails de votre idée ou de votre projet, mais de suffisamment générer de la curiosité, d'éveiller quelque part de l'intérêt de la part de votre interlocuteur pour qu'il vous dise tiens oui, refixons-nous un rendez-vous, pour qu'il vous dise oui, remettez-moi votre carte de visite, pour qu'il dise oui, passons-nous un petit coup de fil. Donc l'idée, c'est de lever le voile sur votre projet et d'être suffisamment titillant, entre guillemets, face à l'interlocuteur pour engager cette relation dans une étape ultérieure. Alors, quand est-ce qu'on fait des pitchs? On peut faire des pitchs de plus en plus formels lors de présentations devant des jurys notamment. On fait généralement un pitch aussi lorsqu'on essaye de faire financer son projet, donc de convaincre des investisseurs potentiels. Mais il y a également plein d'occasions moins formelles, comme des soirées de networking, des soirées de speed dating au niveau professionnel, de la prospection téléphonique. À la limite, on pourrait même dire que quand vous vendez, le jour où vous serez à la recherche d'un emploi, en quelque sorte, on est en train de se pitcher.
Alors, quelles sont les composantes d'un bon pitch? Qu'est-ce qu'on doit y retrouver absolument? Première chose, premier élément, c'est l'accroche. Et l'accroche, on va en reparler de suite, puisque ce sont les quelques premières secondes qui vont donc générer cette première impression. Et on sait tous que la première impression, elle est capitale lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois. Donc, on va voir l'accroche, on va en parler de manière beaucoup plus spécifique. Forcément, il faut avoir quand même déjà imaginé un nom, même si ce n'est pas le nom définitif pour votre produit ou votre service. Il faut avoir clairement en tête, mais mon produit, il est destiné à qui? Quel est le profil de mon client type? Quelle est ma cible? Quitte à éventuellement représenter cette cible sous forme d'un avatar, d'une persona, en disant, on pourrait imaginer que, voilà, moi, je m'adresse à Jean-Jacques. Jean-Jacques, il a tel âge, il occupe telle profession, il a tel et tel type de loisir. Quand il part en voyage, il cherche tel ou tel aspect. Et donc, vous utilisez quelque part le profil type de ce client pour amener le problème rencontré par ce client. Fondamentalement, quel est le besoin de Jean-Jacques et en quoi est-ce que votre produit ou votre service va lui permettre de résoudre ce problème? Alors non seulement il faut être capable de décrire de manière qualitative à qui vous vous adressez en termes de clients cibles, il faut quand même avoir aussi déjà une petite idée en termes de quantification. Ce genre de personnes, comme Jean-Jacques, il y en a combien en Belgique, en Europe, online, tout dépend un peu du concept que vous proposez pour avoir quand même une idée du potentiel de votre projet ou de votre idée. Alors, une fois que vous allez vraiment présenter la solution, c'est-à-dire votre produit ou votre service, bien évidemment, il s'agit de bien mettre en exergue les bénéfices de votre produit ou de votre service pour le client. Et non seulement les bénéfices d'ordre généraux, mais en particulier aussi les avantages que vous avez que les produits concurrents aujourd'hui ne proposent pas encore. C'est le fameux USP, la Unique Selling Proposition, comme on le dit en anglais, ce qui fait que vous êtes différent des produits ou des substituts qui existent déjà aujourd'hui sur le marché. Alors non seulement votre avantage différentiel lié aux produits et aux services est important, mais il faut finalement aussi vous imaginer, vous poser la question, mais pourquoi est-ce que les gens qui m'écoutent ici devraient m'écouter ? Quel est leur agenda caché ou non caché? Un investisseur potentiel, qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire des sous. Il veut être sûr que s'il met son argent dans votre projet, il y aura un retour sur investissement. Si vous parlez à un distributeur potentiel, il veut être sûr que le produit que vous lui proposez corresponde à sa clientèle actuelle, qu'il y ait réellement une place dans sa politique d'enseigne actuelle pour votre produit ou votre service. Et donc, il faut non seulement être général et mettre en avant l'avantage différentiel de votre produit pour votre client ou votre consommateur final, mais il faut également prendre en compte l'agenda de vos interlocuteurs et de vos partenaires potentiels. Qu'est-ce qu'eux veulent entendre? De quoi ont-ils besoin pour pouvoir prendre une décision et vous dire oui? Et donc, comme vous n'aurez pas l'occasion de tout leur dire et de tout leur révéler, il ne faut pas hésiter à clôturer votre pitch par un petit appel à réaction, un suivi, alors que ce soit la distribution d'une carte de visite, une demande d'envoi de coordonnées, de mails ou autre. En tout cas, quelque chose qui vous permet de capter les interlocuteurs qui étaient présents à votre pitch et de pouvoir les recontacter par la suite. Ça, ce sont les composantes pour un pitch classique dit produit. Si vous avez vraiment un projet d'envergure, il va falloir y ajouter quelques éléments. Et là, ça dépend à nouveau aussi un peu de vos interlocuteurs. Mais donc, si vous avez une idée de produit, ce serait quand même bien d'avoir une idée à plus long terme. Tiens, je me vois où dans 3 ans, voire même 5 ans, c'est peut-être un horizon un peu plus long. Mais quel est mon plan de développement du produit ou de la gamme vis-à-vis des consommateurs potentiels? Est-ce que votre business model, il a quelque chose de particulier ou pas? Est-ce que vous faites ça seul ou est-ce qu'il y a toute une équipe qui est derrière? À ce moment-là, ça vaut quand même la peine aussi de présenter l'équipe et son expertise particulière. Et puis forcément, généralement, le nerf de la guerre, c'est quand même le business potentiel, le chiffre d'affaires potentiel et le profit qui peut être généré grâce à votre projet. Donc, au bout de combien d'années pensez-vous commencer à être rentable? Donc, mettez quand même un aspect prévisionnel sur 1 an, voire même sur
sur du plus long terme, si c'est un projet qui demande des investissements conséquents avant de pouvoir être en break-even. Et donc, ça fait quand même beaucoup de choses à dire en 3 minutes. Alors, combien de temps consacrer à quoi? L'accroche, on va en reparler, ça prend 10 secondes. Donc, 10 secondes de 3 minutes, faites le calcul, on parle de quelques secondes tout au plus. La problématique ou le besoin du client qui est insatisfait, il faut quand même que ce soit clair et ça viendra tout à fait au début, ça devrait prendre plus ou moins un quart de votre pitch. Et ce qui est important, c'est que finalement, 40% de votre pitch, donc on va dire presque 1 minute et demie, finalement, doit être dédié à la solution que vous proposez, vous, par rapport aux problèmes rencontrés par le client et en quoi cette solution est tout à fait unique par rapport à ce qui existe déjà sur le marché aujourd'hui. Alors, si on parle de cette accroche, justement, l'accroche vient du mot anglais, veut dire hook, c'est-à-dire comment est-ce que je vais capter pour accrocher quelque part mes interlocuteurs. Alors, ça commence tout simplement par notre non-verbal. Donc, je regarde mon public, je souris, je suis silencieuse et j'accroche quelque part le regard de ceux qui m'accordent 3 minutes de leur temps qui est précieux. C'est déjà fondamental pour ancrer cette première impression de manière positive. Ensuite, je dois vraiment réfléchir à ma première phrase. Les premiers mots, les premières paroles que je vais prononcer seront les mots choc. C'est ce que mon interlocuteur va retenir le mieux de tout mon pitch. Bien souvent, d'ailleurs, on commence par ces mots-là et on conclura en répondant par rapport à mon accroche du début aussi. Et donc, ça vaut la peine, quand vous testez et que vous pré-testez votre pitch, de tester plusieurs phrases d'accroche et de demander à ceux qui vous écoutent, tiens, qu'est-ce qui te parle le plus ? Voire même de faire varier la phrase d'accroche en fonction du public qui vous fera face. N'hésitez pas à utiliser le silence. Je sais qu'en 3 minutes et avec tout ce qu'on a à dire, on a tendance à vouloir prendre le TGV. Or, le rythme qu'on donnera à notre pitch est important aussi pour vraiment accrocher votre public. Donc, n'hésitez pas, votre accroche, vous la prononcez, vous prenez le temps de la prononcer, on est un peu plus lent, on veille à l'articulation et on utilise des phrases courtes. Après, quand vous développez, vous pouvez utiliser des phrases plus longues et à la limite aussi accélérer le rythme. Et donc, il y a aussi toute une série de techniques qu'on peut utiliser pour une bonne accroche. Alors, ce sont des techniques qui vous sont probablement déjà familières parce que vous en avez déjà usé, voire même abusé lors de présentations orales. Vous pourriez, par exemple, poser une question. Quelle est la plus belle ville d'Europe ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? En train d'imaginer, pour moi c'est Paris, pour moi c'est Rome, d'accord. Alors même si votre interlocuteur il vous répond pas, entre-temps, vous quelque part vous les avez pris avec vous. Vous pouvez raconter une anecdote. Tiens, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver le matin vers 8h dans votre voiture, pris comme une sardine dans les embouteillages, contraint d'écouter les âneries qui défilent sur le poste radio? Précisément, à ce moment-là, vous avez capté l'attention et vous allez pouvoir peut-être présenter la solution que vous avez imaginée par rapport à cette situation ou ce problème-là. Vous pouvez travailler avec un chiffre marquant, technique fort utilisée en matière de pitch. 70%. Une idée ? 70%. 70%, c'est le temps moyen qu'un cadre passe en réunion au quotidien en Europe. Énorme. Et puis, vous construisez le reste de votre argumentation autour de ce chiffre et du problème que vous venez d'annoncer. OK ? Donc ça, c'est pour l'accroche. Alors, comment sortir du lot de manière générale ? Donc, quelques conseils. Adaptez le pitch à votre interlocuteur. Ça, on en a déjà parlé. Ici, pitcher pour un jury effet qu'entreprendre, forcément, on n'a pas le même agenda que si vous deviez pitcher devant la banque ou pitcher devant un distributeur potentiel. Donc, adaptez chaque fois votre pitch à l'interlocuteur. Dans l'idéal, on dira d'un point de vue technique qu'il faut plus vous adresser à votre public en termes de vous, ou en tout cas prononcer plus souvent le mot « vous »
que vous ne prononcerez le mot « moi » ou « nous ». D'accord? Pour montrer que finalement, votre produit ou votre service, il est fait pour eux et que vous n'êtes pas un but de vous-même et de votre personnalité et de votre produit. N'hésitez pas, ça on l'a déjà dit, d'utiliser des exemples, des anecdotes, des métaphores. Quand le site e-marketing.fr a été créé, ils ont dit tout simplement, nous on va faire la Bible en ligne du marketing. Et c'est très clair. Tout le monde s'identifie immédiatement à cette métaphore. N'hésitez pas à éventuellement faire appel à un fait d'actualité plus ou moins récente auquel tout le monde peut immédiatement se raccrocher et s'identifier. Alors quand vous construirez votre pitch, l'idée c'est de faire appel à deux parties de notre cerveau. On va à la fois aller titiller notre rationnel en étant factuel, en venant avec des bases chiffrées et une argumentation structurée, mais en même temps, il faut aussi être suffisamment, je dirais, drôle, relax et interpellant que pour construire la relation avec votre public qui est en train de vous écouter et donc faire appel à l'émotionnel également. Puisque un être humain, généralement, il prend des décisions sur base émotionnelle. Alors, on va vous dire, en matière de business, c'est pas vrai, on est rationnel, on regarde les chiffres. Oui, on s'efforce à être le plus rationnel et le plus objectif possible, mais la plupart des décisions que nous prenons ont tendance à être émotionnelles. Et donc, il faut jouer sur les deux, le factuel et l'émotionnel pour convaincre. Et finalement, dites-vous que vous nous racontez une petite histoire. Vous racontez une petite histoire à votre interlocuteur, comme vous racontiez ou comme vos parents vous racontaient une petite histoire avant d'aller dormir. C'était hyper captivant et avec un fil rouge, un fil conducteur bien précis, bien clair. Alors du coup, comme il y a beaucoup de choses à dire, en peu de temps, il y a quand même des erreurs dans lesquelles on tombe relativement rapidement. Première erreur, je fais trop long. Et je me rends compte qu'au bout de mes 3 minutes écoulées, puisque généralement on vous arrêtera au bout de vos 3 minutes, finalement vous n'êtes arrivé qu'à la moitié de votre pitch. Donc faites une sélection minutieuse de ce qui est réellement important et de ce qui est nice to know. Donc faites pas trop dans les détails. Évitez aussi de prendre le TGV. Donc on a déjà dit que le rythme était hyper important, que l'utilisation de silence était important aussi dans le cadre d'un pitch. Et donc votre débit, il doit avoir le juste milieu. Il peut y avoir des moments où vous accélérez et puis il doit y avoir des moments où vous ralentissez la cadence aussi. Le jargon, veillez à ce qu'il soit adapté à votre interlocuteur. Imaginez que vous venez avec un produit très technique, très technologique. Si votre public n'a pas cette connaissance ou cette compétence, il va falloir utiliser un jargon du commun des mortels. Si vous faites face, par contre, à un public qui, lui, a cette faculté technique, alors montrez qu'effectivement, vous maîtrisez et il n'y a aucun souci. Mais donc ça, c'est quand même une question qu'il faut se poser au préalable. Quelle est la connaissance préalable des personnes qui vont m'écouter? Est-ce que je peux être plus ou moins technique ou pas? Est-ce que je dois prendre la peine, par exemple, d'expliquer un concept technique pour que les autres comprennent finalement l'essence même de mon produit ou de mon service? Autre erreur, on se dit tellement qu'on doit convaincre et que ça va être compliqué qu'on a tendance à faire de l'overselling, de la survente. Je suis trop confiant, trop optimiste et donc irréaliste et pas crédible aux yeux des autres. Je leur promets la lune, alors que ce que je promets est peut-être très valable et très intéressant. Mais voilà, ça reste un produit, ça reste un service. Donc soyons quand même aussi un tantinet modeste. Autre erreur, c'est de se dire, vous préparez votre pitch dans votre coin, vous le peaufinez, vous le réécrivez une fois, 2 fois, il faut absolument le prétester. Donc le prétester, c'est pitcher auprès de vos parents, de vos frères et sœurs, de vos copains, idéalement peut-être déjà auprès de la cible potentielle. Et il va de soi que votre pitch, il va probablement évoluer au fil de la vie de votre projet. Vous allez peut-être avoir un pitch que vous pensez plus ou moins final pour le jury Effet qu'entreprendre. Et le jour où vous allez rencontrer un premier investisseur, vous verrez que ce pitch ne sera plus du tout le même. Il aura évolué et c'est logique, c'est même nécessaire. Parlez du produit plutôt que du problème client. Certains inventeurs fous tombent amoureux de leur produit. C'est bien d'être fier, c'est bien d'être convaincu et de croire en soi. Encore faut-il qu'il y ait un réel problème client.
Hein, il y a parfois des produits qui ont été créés, qui technologiquement étaient des petits bijoux et dont les propriétaires ou les fondateurs étaient extrêmement fiers, mais qui n'intéressent absolument personne parce qu'il n'y a aucun marché pour cela. Et donc, c'est important dans votre pitch de suffisamment conscientiser qu'il y a réellement un marché et que vous répondez à un réel problème client préexistant. Et puis, soyez ni trop optimiste, ni trop modeste. Il faut être réaliste, il faut essayer d'avoir le juste équilibre entre les deux. Et donc, je vous invite vraiment, un peu à l'image de cette violoniste qui s'exprime avec beaucoup de fougue, beaucoup de conviction, d'essayer d'exprimer votre stratégie ou votre idée produit de manière percutante. Puisque Jacques Briolle le disait, une stratégie qu'on n'arrive pas à exprimer de manière percutante est probablement ou tout simplement pas une stratégie percutante. D'accord ? Donc, votre idée produit peut être très forte, très bonne, mais si vous n'arrivez pas à l'exprimer de la manière adéquate, elle peut encore être très bonne, ça ne passera pas. Donc, il faut essayer de passer du stade de l'idée mentale d'un projet à quelque chose qui peut prendre expression, quelque chose qui est concret et que les autres puissent comprendre. Et donc, quand vous pré-testerez votre pitch, posez la question à vos interlocuteurs et faites le petit check des 4 C. Et vous leur posez ces 4 questions. Est-ce que ce que j'ai dit était cohérent ? En d'autres termes, est-ce qu'il y avait un fil conducteur ou un fil rouge entre l'accroche et ma conclusion ? Est-ce que j'étais claire ? Est-ce que j'étais structurée ? As-tu compris fondamentalement ce que je voulais te dire ? Est-ce que j'ai été convaincant ? Est-ce que toi tu me dis oui ? Est-ce que toi tu signes au bas de mon contrat ? Et est-ce que j'ai été crédible ? C'est-à-dire, est-ce que tu serais susceptible à me faire confiance ? 4 petites questions. Est-ce que je suis cohérent ? Est-ce que je suis clair ? Est-ce que je suis crédible ? Et est-ce que je suis convaincant dans mon pitch ? Si une des réponses à ces 4 questions est pas convaincante, et va dans le sens du non, probablement que vous devez retravailler encore un peu votre pitch. Alors du coup, j'ai aussi été glaner quelques conseils de pro en matière de pitch pour compléter les quelques astuces. Et une première astuce qui est donnée, c'est de se dire répéter, répéter, répéter. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec l'importance du pré-test du pitch, quasi à l'infini. C'est à force de le faire et de le refaire que vous allez gagner en assurance, que vous allez affiner le choix des mots, que vous allez être meilleur en termes de timing et de rythme. Deuxième chose, connaissez par cœur les statistiques de votre marché. Donc, il y a des chiffres fondamentaux qu'il faudra maîtriser, soit dans le cadre de votre pitch, soit dans le cadre des questions qu'on pourrait vous poser à la suite de votre pitch. Donc, il faut montrer que vous avez quand même déjà un peu investigué votre projet, que vous n'êtes pas juste le savant fou qui vient avec une petite idée. Soyez honnête. Soyez transparent, soyez intègre. Ça rejoint un peu l'idée de l'overselling de tout à l'heure qu'il faut éviter. Croyez en vous-même. C'est important parce que si vous, déjà, vous n'êtes pas convaincu, comment est-ce que vous allez convaincre quelqu'un d'autre que votre idée est la bonne ? Soignez votre image, et donc ça c'est tant en termes de contenu qu'en termes de forme, donc y compris votre image personnelle à vous. Donc je ne vais pas vous repasser en revue tout ce qu'on a déjà pu vous dire en termes de présentation orale, mais forcément tous ces bons principes en termes de comportement verbal et non verbal lors de présentation orale ont évidemment toute leur importance quand on va pitcher, voire même encore c'est plus important puisqu'on n'a que 3 minutes. Donc ça c'est exacerbé les tics et les attitudes qu'on a. Et puis, ça paraît facile à dire, mais il faudra après tout quand même être aussi relax. Donc il faudra être suffisamment détendu que pour convaincre et construire la relation avec ceux qui vous écoutent, faire en sorte finalement que la chimie, elle passe.
Alors, sur base de ces quelques trucs et astuces, moi, ce que je voulais faire avec vous, c'est de vous montrer 3 vidéos qui sont toutes des vidéos en anglais parce qu'aux États-Unis, ils sont bien plus loin que nous. Il y a pas mal de compétitions, justement, au niveau universitaire pour permettre à des étudiants entrepreneurs de venir pitcher. Et donc, je vous ai sélectionné les 3 vidéos des 3 derniers gagnants. Je crois que c'est 2016, 2015, 2014, puisque ce sont des pitchs que j'estime vraiment très fort. Alors, votre avis m'intéresse. Et puis, on va décortiquer finalement ensemble la force, éventuellement les faiblesses de chacun de ces pitchs. Ils sont même plus courts que 3 minutes. D'accord? Alors, on passe au premier. As an incoming college student, wouldn't it be nice to know exactly what you want to do with your life? This isn't the case for many, as 80% of college students end up changing their major at least once. In addition, the Department of Education claims that only 40% of students graduate within 4 years, and on average, it costs $23,000 for an extra year of education. Our online platform, CareerLead, helps students determine their career path before entering college. Unique university and employer-submitted videos detail each major's potential career path based on classwork, extracurricular activities, and employers that recruit within each major. University catalogs can provide this information, but it's often vague and unclear for students. We will target incoming U.S. college students and their parents, and we will charge a monthly subscription fee for our service. We're seeking $100K for marketing and programming in exchange for 15% of our business. We estimate year 4 sales to be $2.1 million based on industry averages, providing an investor a 3x return in 4 years. CareerLead, helping students choose so that they can't lose. My name is Josh Light, and I'm the CEO of CupAd, and we believe that we have the most effective form of advertising available in the market today. Our advertisements are exposed to customers for 2,220 seconds on average. Now, what kind of advertising has that kind of exposure time? Ladies and gentlemen, we advertise on coffee cups. That's right, we put your brand in their hand. So how does coffee cup advertising work? Well, we got an advertiser. They pay us money. We produce paper coffee cups with their advertisement or brand on it. Then we give these coffee cups to coffee stands for free. Now, why does someone want to advertise on a coffee cup? Because it takes an individual 37 minutes to drink a cup of coffee on average. That person's going to have to look at the cup, drink, look at the cup, drink 20 times before it's fully consumed. And that person's going to move around like a mobile billboard, exposing that brand to at least 6 different individuals before that cup is drank. What's in it for CupAd? We make 13 cents of profit on every single cup that we distribute. And what's in it for the coffee stands? Well, when most people think about coffee stands, they think about Starbucks. But what about the 25,000 coffee stands in this nation that have plain white cups like this? They don't have the economies to scale to put their own brand on the cup. So we give them free cups. They save $15,000 a year by not buying cups. They like these savings so much, ladies and gentlemen, that approximately 80% of the stands that we've contacted have signed exclusivity agreements to distribute our cups. And what kind of momentum have we started for this company? The last month alone, we got 58 coffee stands in California to sign exclusivity agreements with us to distribute our cups. If we continue to get 58 coffee stands every single month, for the next 12 months, we will have 700 coffee stands at the end of the year. With 700 coffee stands, we can move 8 million cups a month. And at 13-cent profit, 8 million cups a month, we're making over $1 million of profit every single month. And we've already started this, ladies and gentlemen. In fact, our first customer, Overstock.com, will see their cups hit the California market in 21 days. Thank you very much. Two-thirds of adults think that traveling would be a fun way to make friends, yet no major travel provider addresses the social aspect of travel. Not Orbitz, not Expedia, not Travelocity. Travel Blender does. It's like a Match.com for friends. Register online for free, tell us about yourself, your ideal travel partners, and where you want to go. Then our unique matching software generates the perfect blend of travel partners, and our travel experts create an unforgettable custom trip. Our revenue comes from commissions on trip sales. Our target is the 68% of adults, 30 to 44, who go on vacation each year. Those who don't enjoy the bar scene or rec leagues. They want to meet people doing things they already like, where they already spend their time and money. With a $50,000 investment, Travel Blender can be cash flow positive in 16 months. We estimate 18-fold investor returns by year 5. We're Travel Blender. Make friends, go places.